Nous sommes le 2 mai 2024. Mon nom est Danick Julien. Voici le bulletin d'information Info CJSR. Dans l'entrepôt des voiturettes de golf. Nous accueillerons Raymond Francoeur, maire de Sainte-Christine d'Auvergne, pour nous parler de l'actualité de sa municipalité. André Ali, l'entraîneur-chef du Metal Perrault, a quitté ses fonctions. On en parle avec le DG Luc Thibault. Et finalement, on fait un retour sur la nouvelle zone neutre de Saint-Raymond-de-Portneuf. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Bonsoir tout le monde. Un incendie a touché le club de golf du Grand Portneuf dans les installations et qui servent à entreposer les voiturettes de golf. L'incendie, qui serait de nature accidentelle, aurait touché plus de la moitié de la flotte des voiturettes électriques, en plus de l'équipement qui permet de les recharger. Pour faire un portrait sur la situation, j'ai pu m'entretenir avec Marie-André Carpentier, la directrice générale. Voici cette entrevue réalisée mercredi après-midi. Alors, je suis présentement avec Marie-André Carpentier, qui est la directrice générale du club de golf Grand Portneuf. Bonjour. Bonjour. Bon, hier, il y a eu un feu important juste derrière nous sur le site de votre garage principal pour les quarts de golf. Bon, lorsque l'incendie s'est déclaré hier, qu'est-ce que votre équipe a fait là, quand on a vu qu'il y avait un feu justement dans le garage? Bien, ça a commencé avec de la fumée noire qui sortait du garage. Donc, dès là, les alarmes ont sorti, fait que les pompiers étaient en direction. On a évacué les joueurs à proximité, on a éloigné les gens, puis les pompiers sont arrivés, ont éteint l'incendie. Puis notre surintendant a eu la bonne idée de partir de notre système d'irrigation sur le 9 bleu et le 1 bleu pour pouvoir préserver le plus possible le terrain. Donc, suite à ça, les services incendie ont pris le relais de Pont-Rouge, Saint-Raymond, Saint-Basile qui sont venus nous aider, qu'on remercie du même moment. Et là, vous aviez déjà des quarts de golf qui étaient en activité cette journée-là, donc vous n'avez pas tout perdu, mais ça ressemble à quoi, là, le nombre de véhicules que vous avez perdus dans l'incendie? Bien, c'est sûr que nous, on était en activité, fait que les cartes n'étaient pas, les voiturettes électriques n'étaient pas revenues au garage. Donc, ces voiturettes-là, on a pu les garder intactes. C'est sûr qu'on parle peut-être de la moitié aux trois quarts qui ont été dans l'incendie, mais on était en activité toute la journée avec ceux qu'on avait. On a des livraisons de cartes qui vont nous arriver demain matin pour contrer le manque de cartes qu'on a, mais on fonctionne à 100% de la capacité. Les gens peuvent venir jouer au golf et utiliser des voiturettes sans problème. On va avoir quelques voiturettes au gaz pour compenser parce qu'on ne peut plus recharger les voiturettes. Et justement, là, on le voit, on le voyait tout à l'heure, il y a des gens encore en activité. Votre saison est commencée et là, on le voit, on est au début du mois de mai, beau soleil, donc ça augure bien pour la saison quand même. Là.
Oui, nous, on avait débuté la saison le 17 avril, samedi dernier, au-dessus de 370 joueurs qui étaient présents. Donc, la saison est lancée. Nous, les activités continuent et on est en tarif basse saison jusqu'au 9 mai. Fait qu'on invite les gens à venir jouer au golf, puis toutes les installations sont fonctionnelles. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir... Le décor a changé un petit peu, mais le terrain est en conditions exceptionnelles, vert. Fait qu'on invite les gens à venir nous voir sans problème. Et je vais peut-être juste terminer là, avec l'intervention des services incendies. Je crois qu'il y avait Saint-Basile, Saint-Raymond et Pont-Rouge, si je ne me trompe pas. Ça s'est bien passé à ce niveau-là? Oui, au-dessus de 40 pompiers étaient ici. Donc, on remercie pour leur beau travail. Donc, Saint-Basile, Pont-Rouge et Saint-Raymond qui sont venus à notre rescousse. Madame Carpentier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Les nouvelles voiturettes alimentées à l'essence permettront au club de poursuivre ses activités de la même façon qu'auparavant. Par contre, l'enjeu de leur entreposage demeure pour l'instant. Le maire de Sainte-Christine d'Auvergne, Raymond Francoeur, était des nôtres ce mercredi pour parler des dossiers en cours. On parle notamment de la soirée hommage aux bénévoles, mais encore plus. Donc voici l'entrevue réalisée avec M. Francoeur. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui le maire de Sainte-Christine d'Auvergne, M. Raymond Francoeur. Bonjour, M. Francoeur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Hein? Vous-même? Oui, on va super bien. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. On veut parler des dossiers qui occupent votre attention, ces temps-ci à Sainte-Christine d'Auvergne, mais également d'autres choses. Donc, commençons justement par cette première question-là. Pour les dossiers dans le court terme, moyen terme, qui vous occupent, vous et votre conseil municipal. D'accord. Alors, bien entendu, notre municipalité a l'intention de toujours croître, de toujours s'améliorer. D'ailleurs, dans la MRC de Portneuf, Sainte-Christine d'Auvergne est la municipalité qui a la meilleure croissance en pourcentage de sa population. Alors, un exemple, quand je suis arrivé en 2001, on était à 323, puis maintenant on est 687. En tout cas, plus de 687. Là, donc, on a doublé depuis 2001. C'est ça. Donc, en 20 ans, c'est assez exceptionnel. Puis on est celle qui croît le plus vite en pourcentage dans la MRC de Portneuf. Alors, bien entendu, on focus toujours vers ça. Actuellement, on a un développement qui est en préparation. Là, je veux dire, une dame Amélie Paquette qui s'occupe de travailler au développement d'un site qui va être, ces chemins-là vont être municipalisés, les égouts vont être municipaux, et ça, c'est sur la rue principale, l'accès pour la rue principale. Bien entendu, on a toujours le boisé de l'apéro, qui avait au-dessus de 100 terrains. Il doit y en rester un 25 à peu près actuellement, là, qui est toujours en développement aussi, là. Alors, on peut dire qu'on est une municipalité dont la croissance est assez phénoménale. Et votre population, est-ce que c'est beaucoup de familles qui viennent vous... oui, de plus en plus. Là, je ne peux pas vous donner le chiffre exact aujourd'hui, mais à un moment donné, voilà, une couple d'années, on avait fait le calcul, le décompte, là, puis on est arrivé qu'on avait 39 jeunes pour une population. C'est quand même très bien, parce que quand je suis arrivé, on était plutôt une population vieillissante. Sauf que je dirais, les anciens Auvergnats, Auvergnates quittent pour soit aller dans la maison comme des RPA. Et c'est des jeunes familles qui viennent prendre la relève. Fait que, oui, effectivement. D'ailleurs, on a maintenant, depuis une couple d'années, c'est une garderie spécialisée, là, je veux dire, qui est attachée à la... Je ne me souviens pas du nom. Au cerf-volant, je crois. Non, pas au cerf-volant, celle-là, c'est Kangourou. OK, oui. Excusez, voilà. Et on a aussi d'autres garderies qui sont privées, là. Alors, on a une belle organisation. L'affaire qu'on n'a pas, on n'a pas d'école. Mais bien entendu, les écoles, il y en a où il y avait une grosse population d'enfants. Puis c'était pas le cas. Fait que, puis actuellement, on n'a pas assez d'enfants pour avoir une non plus. Là. Donc, c'est pas dans les objectifs, là? Non, mais de toute façon, ça relève de la commission scolaire. Pas de la commission scolaire maintenant, c'est le centre scolaire là, qui pourrait prendre cette décision-là, mais c'est ça. Et parlons justement de l'orientation de votre conseil municipal. Bon, vous êtes axé beaucoup sur le développement, Oui, bien, il y a le développement, entre autres, mais plus que ça, c'est que on sait qu'avec l'inflation,
les coûts augmentent de plus en plus. Donc, le conseil municipal a pris la décision d'essayer de faire du troc ou avec d'autres municipalités ou échanger des services, mettre des services en commun, puis même fusionner certaines choses. Alors, tout ça fait que c'est l'orientation principale du conseil municipal actuellement. Avez-vous des exemples, justement, d'échanges de services qui ont débuté? Alors, un exemple, à Saint-Léonard de Portneuf, je veux dire, on a le lac Simon là, à deux. Ouais. Je veux dire, la moitié du lac Simon est à Saint-Léonard et l'autre moitié est à Sainte-Christine d'Auvergne. Et pour le service incendie, on est en train de travailler à mettre ensemble, Saint-Léonard et nous, on est en train de travailler pour avoir ce qu'on appelle une borne sèche, une borne d'incendie sèche. Ouais. Donc, c'est un réservoir qui va être enfoui et tout ça. Là. Alors, ça, on le fait en commun. Alors, je vous donne cet exemple-là. Puis, ça peut être sur des équipements pour travailler, etc. Là, je veux dire, mettre en commun même du personnel là, qui peut. C'est tous ces projets-là qu'on regarde avec les municipalités avoisinantes, là, évidemment. Monsieur Francoeur, vous me faites penser, la semaine passée, il y avait une conférence du côté de Deschambault-Gondine par rapport à l'eau potable. Puis on avait appris, en fait, ça avait été répété que Deschambault-Gondine viennent chercher leur eau sur le territoire de Sainte-Christine d'Auvergne. Oui. Ça fait partie, justement, peut-être, je ne sais pas si c'est des échanges, si ça embarque dans la même rubrique. Oui, mais disons que ça, c'est avant que j'arrive. Oui, ça fait un bout. Oui, ça a été... ça a pris naissance lorsque le ministre Pagé, qui est décédé maintenant, là, il y a le pont Pagé à Saint-Basile, c'est justement son honneur à lui. Là. Alors, le ministre Pagé a travaillé pour avoir une aluminerie dans la MRC de Portneuf. Et pour avoir cette aluminerie-là, ça leur prenait de l'eau. Ouais. Et l'endroit où il y avait le plus d'eau dans la MRC était à Sainte-Christine d'Auvergne. OK. Et bien, il y avait peut-être plus ailleurs, mais je veux dire, le plus près de l'aluminerie, c'était nous. Alors, c'est pour ça que Deschambault vient chercher son eau pour, premièrement, l'aluminerie, mais par contre, maintenant, c'est à Saint-Basile, je veux dire, à Deschambault même, et même Grondines aussi. Ouais. Puis après ça, il y a le Saint-Gilbert qui va cueillir de l'eau aussi sur le chemin de l'eau du trajet. Monsieur Francoeur, la saison estivale à Sainte-Christine d'Auvergne, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent? Oui, effectivement. D'abord, on a toujours notre jardin collectif qui va être à travailler. Le marché aux puces aussi qui est à faire. Une chose qu'on fait depuis quelques années avec la Régie verte, autrement dit la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, on s'occupe de ramasser partout dans la municipalité des turtus, là, les déchets, tout ça. Et d'ailleurs, la Régie verte va être présente aussi pour ça. Après ça, bien entendu, on a toujours les fêtes d'Auvergne qu'on fait. Par contre, c'est plus en septembre. Là. Alors, c'est ça. Un gros projet actuellement qui est en développement, c'est qu'on va avoir... on a notre piscine municipale, mais là, on va avoir des jeux d'eau, OK? Mais pas des jeux d'eau pour une classe à part. Là. C'est pour tout le monde, même ceux qui sont à mobilité réduite. OK. Alors, d'ailleurs, on a eu une subvention justement de l'accessibilité, du programme d'accessibilité là, pour pouvoir faire ça. Là. Ces jeux d'eau-là vont être situés à quel endroit? Proche de la piscine. OK. Donc, vous allez avoir un secteur là, aquatique. Oui, c'est ça, exactement. Je vois. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir ça cet été ou ça va être peut-être l'idée, c'est pas mal parce que ça commence la semaine prochaine. Les travaux, ça? Oui, c'est ça. Fait qu'on focus sur le 1er juin. Mais c'est pas nous qui le faisons personnellement. Donc, les contrats sont donnés, là, puis ça va être... c'est ça.
Finalement, il y a quelques jours, il y avait la soirée bénévole, hommage aux bénévoles, Sainte-Christine d'Auvergne. Justement, il y a eu, je pense que vous me disiez, un peu plus d'une vingtaine de bénévoles qui ont été honorés. Oui, qui sont venus, effectivement, oui, c'est ça. Plus les employés qui étaient présents aussi. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est une chose qui est extraordinaire. On a des employés... on est très heureux de nos employés. On a même un nouveau directeur général qui est arrivé il y a à peu près un mois. OK. Déjà, on est satisfait de ses talents. Puis c'est quelqu'un de Saint-Raymond-de-Portneuf, Stéphane Genois. Je ne sais pas si vous connaissez. Là. C'est quelqu'un qui est connu pas mal ici à Saint-Raymond. Là. On est très heureux depuis que nous l'avons. L'esprit d'équipe est là. Et tout à l'heure, on parlait de la croissance de Sainte-Christine d'Auvergne. Mais cette croissance-là, on la doit à nos employés. Mm-hmm. C'est eux qui donnent le dynamisme. Parce que pour une petite municipalité comme la nôtre, il y a un dynamisme extraordinaire. La municipalité a une réputation qui attire les gens chez nous. Alors, mais ça, on le doit à nos employés. Et parlez-nous justement de M. Genois, là, votre nouveau directeur général. Justement, il a commencé à prendre en charge les dossiers là, de votre municipalité également, on peut l'imaginer. Oui, effectivement. Oui, OK. Ouais. Là, actuellement aussi, on va avoir, ils refont le pont des Cascades, qu'on appelle. Je ne sais pas si vous savez. Avec la rivière Saint-Onge. Le pont qui traverse la rivière Saint-Onge. Ça s'appelle Laurent-Saint-Jacques. Cet endroit-là s'appelle les Cascades. Mm-hmm. Alors, on appelle ça le pont des Cascades. Ça, le ministère va le faire. Par contre, ça nous a créé un problème parce qu'on avait prévu refaire les travaux durant Saint-Jacques et durant Saint-Georges, la partie qui nous manquait, là, pour cette année 2024, mais tout ça a été retardé à 2025. Alors, ça ne va pas toujours à notre goût, ou à la manière qu'on voudrait, mais quand même, ça va se faire l'année prochaine. M. Francoeur, maire de Sainte-Christine d'Auvergne, je vois que le temps de notre entrevue est pas mal à sa fin. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et d'avoir participé à cette entrevue. D'accord. Merci beaucoup. La ville de Saint-Raymond-de-Portneuf est maintenant la 5e de la région à posséder une zone neutre de la Sûreté du Québec pour faciliter les échanges de toutes sortes entre les citoyens. Ces échanges peuvent, par exemple, se tenir entre deux parents pour le transfert de garde d'un enfant, entre deux personnes qui font des échanges de biens matériaux sur les plateformes en ligne et j'en passe. Il s'agit d'un programme pan-canadien qui devient de plus en plus populaire. Voici les propos de Claude Duplain concernant la raison pour laquelle Saint-Raymond a procédé à l'implantation un peu plus tardivement d'une zone neutre par rapport aux autres villes de Portneuf. Quand j'en ai entendu parler la première fois, j'ai trouvé ça comme bizarre qu'on ait besoin de ces emplacements-là. Mais depuis qu'on s'en est parlé la première fois, on a pris ça comme ça. Mm-hmm. Mais là, on entend parler de questions d'échange. Les gens qui vendent des choses sur Marketplace, qui ne veulent pas que les gens viennent chez eux chercher le matériel. Ils veulent avoir une zone plus neutre. Les échanges d'argent, c'est photographié. Échange d'argent de ceux qui sont séparés, pas d'argent, mais d'enfants. Ceux qui sont séparés, ça se fait bien. Jean Couture, le directeur du poste de la MRC de Portneuf, a rappelé où étaient situées les zones neutres existantes dans la région. Le voici. Dans la MRC, c'est le 5e endroit qui est inauguré ce matin. Et la question va sûrement venir, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Il y en a au moins une autre place qu'on va développer le projet. Présentement, avec ici, Saint-Raymond, il y a Lac-Sergent, il y a Pont-Rouge, Donnacona, et dans l'ouest, il y a Saint-Marc-des-Carrières qui ont le projet Zone neutre. Et dans le futur, la prochaine ville à se munir de ce projet-là, ça va être Neuville. Concernant la zone neutre à Lac-Sergent, il n'y a pas encore de données concernant son utilisation. On entend de nouveau M. Couture. Je n'ai pas parlé avec M. le maire encore, mais on se donne un délai de 3-4 mois pour évaluer. Mais c'est sûr, c'est dans une population qui est moins grande. Là. Mais dans les 4 autres villes où c'est utilisé, où c'est présent, c'est utilisé. Et l'important maintenant, ça va être aussi, avec les communications, de la faire connaître. Oui. C'est sûr que si on ne la publicise pas, le monde ne saura pas que c'est là. Fait que
pour ça l'importance d'une conférence de presse. Merci d'être là pour la faire connaître. Et nous, on va continuer avec nos informations internes de la faire connaître, justement. De la zone neutre à Saint-Raymond, situé dans le stationnement de la caserne de pompiers, a coûté environ 1 500 $ selon le maire Claude Duplain. Le voici une dernière fois. Bien, avec les specs qu'on avait pour trouver la bonne place, justement, on a cherché. Puis quand on est arrivé ici, on s'est dit, bien, pourquoi pas ici? Oui, on enlevait 2 stationnements à tous les pompiers qui viennent quand on a un sinistre. Mais on est capable de se régler. Puis, en fait, l'asphalte est faite. On nous demandait il y a beaucoup de promeneurs qui s'en viennent, puis il n'y a pas de sortie ici. On nous demandait une sortie piétonne. Fait qu'on va, vous allez voir les lignes oranges parce qu'on va couper le béton pour faire une zone piétonne pour le quartier qu'il y a là. Et puis on prend 2 stationnements pour la zone neutre. Donc ça coûte quoi? Ça nous a coûté 1500 $ d'aménagement avec les caméras et tout ça. Donc c'est pourquoi s'en priver? Ça coûte si peu cher. Au retour de la pause, on discute de la consultation publique ayant eu lieu à Cap-Santé la semaine passée concernant le parc de l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Nous allons poursuivre le bulletin d'information. En fin de semaine dernière, un parapentiste a suscité une opération de sauvetage à Cap-Santé dans le secteur du quai de la municipalité, comme son équipement s'est emmêlé dans un arbre. Monsieur Alain Gauthier est demeuré suspendu à environ 200 pieds du sol. Vous voyez, là, ça, c'est le secteur où est-ce qu'il a été trouvé un peu plus loin, là, au quai de Cap-Santé. Selon l'article publié dans le Journal de Québec, c'est une mauvaise manœuvre qui a entraîné le parapentiste dans cette situation. Après avoir été secouru, M. Gauthier a indiqué aux médias se sentir mal d'avoir nécessité l'attention de beaucoup de personnes. Il est d'ailleurs reconnaissant que son équipement ait pu tenir le coup jusqu'à l'arrivée d'hélicoptères de sauvetage. Alain Gauthier a participé par le passé à l'émission « J'ai frôlé la mort » à Canal D, alors qu'il avait perdu son bras droit à la suite d'un accident de parapente qui aurait pu lui coûter la vie. Mercredi, le 24 avril dernier, avait lieu une consultation publique conjointe de Cap-Santé et d'Anacona concernant le parc de l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. L'objectif principal était de prendre les idées de la population quant à ce qui peut être fait pour mettre en valeur le secteur où la rivière Jacques-Cartier se déverse dans le fleuve. La responsable de cette consultation publique, Rose Savard-Paquette, a expliqué d'entrée de jeu que depuis 2013, les villes de Cap-Santé et d'Anacona ont chacune donné des efforts pour redonner l'accès aux berges de la rivière Jacques-Cartier à la population. Ça s'est fait notamment avec l'acquisition de terrains, la mise en valeur de sites importants comme le phare Jacques-Cartier et le manoir Allsop à Cap-Santé, l'aménagement du parc des Berges et j'en passe. Voici d'ailleurs Mme Savard-Paquette concernant les raisons de cette démarche. Donc, les objectifs aujourd'hui, c'est bien sûr de vous informer sur la mise à jour du plan directeur qu'il y a eu en 2013. Donc, nous, c'est ça qu'on est en train de faire, le mettre à jour, puis réfléchir au concept d'aménagement. On veut échanger des idées de façon respectueuse, bien sûr, et constructive. Donc, on veut vraiment vous entendre sur vos idées, mais c'est normal que des fois, il y ait des perspectives différentes. Donc, on veut vraiment qu'il y ait des échanges conviviaux. On veut vous entendre sur des enjeux spécifiques. On en a identifié 3, mais bien sûr, ce soir, vous pouvez aller un peu plus grand que ça. S'il y a des enjeux qu'on n'a pas nécessairement réfléchis, on veut que vous nous en parliez aussi. Là. Dans l'exercice, les citoyens ont pu également parler du projet résidentiel mixte potentiel qui est envisagé à l'emplacement de l'ancienne usine Abitibi-Bowater. Ce secteur représente des enjeux particuliers comme il est en pleine décontamination. Et Donnacona a prévu dans le projet de laisser les bandes riveraines accessibles à la population. Le directeur général était sur place de Donnacona, M. Sylvain Germain. Voici ce qu'il avait à dire. On peut peut-être mentionner que le site qui est ciblé là, c'est un site sur lequel le propriétaire, lui, il fait déjà des actions actuellement. Il a déposé ce qu'on appelle un plan de réhabilitation du site. Donc ça, c'est un plan de décontamination qui a été déposé officiellement au ministère de l'Environnement. Ça a été déposé quelque part
en octobre à peu près. Et là, ils sont en attente imminente de l'autorisation du plan de réhabilitation. La réhabilitation qui va prendre 3 à 6 ans à peu près. Donc, mais c'est sûr que pour décontaminer ça, ça prend énormément de sous. Fait qu'ils ont un objectif de le développer après. Donc, il n'y a pas de discussion à l'effet que la ville de Donnacona ferait l'acquisition de cette partie-là. Parce qu'une chose qui a été vue clairement, là, dans les premières démarches qui ont eu lieu, il y a quand même déjà quelques années, toute la partie riveraine de ce secteur-là, ça a été clairement mentionné à l'entreprise qu'on voulait que la partie riveraine revienne un peu aux citoyens. Donc, M. le maire avait été très clair avec eux. Là, ça a été une des premières choses qu'il a mentionné. Si on veut s'entendre et continuer, bien, il faut faire en sorte que cette partie-là, on puisse la redonner aux citoyens. Donc ça, c'était clair. Quelle forme ça prendra? On est là justement pour recevoir des idées et entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Prenant ces informations en considération, les participants de cette consultation publique ont pu orienter leurs réflexions tout en prenant compte des autres enjeux que peuvent apporter le site, comme la mobilité, par exemple. Alors, au retour de la pause, on parle du défi Pissenlit. C'est la 4e édition cette année. On en parle tantôt. Vous savez, on commence jamais trop tôt à gérer ses finances. Hein, maman? Ouh, mon petit Marcel a hâte de sortir. Marcel? Je suis pas sûr que j'aime ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être solide financièrement! Respire, man. Budget réel crédit, ça s'apprend. Ben, moi je sors d'ici. Hop là! Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ses finances. Bien comprendre vos finances, c'est dans votre intérêt. Ce printemps, le défi Pissenlit a lieu pour sa 4e édition et pour en parler, j'ai discuté avec la présidente de ce défi. Voici cette entrevue. Alors, nous parlons avec Christina Fortin-Ménard, qui est présidente de l'organisme du défi Pissenlit, mais qui est également copropriétaire de l'entreprise Miel Éco. Bonjour, Christina. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Alors, on parle du défi Pissenlit. C'est la 4e année de ce défi-là, qui est bien important pour les insectes pollinisateurs. Pouvez-vous nous parler un peu de la démarche du défi Pissenlit? Oui, en fait, le défi Pissenlit, il n'y a pas plus simple que ça. Chaque printemps, on invite la population, donc les citoyens, les villes, les entreprises, à retarder la tonte de leur gazon pour offrir le nectar et le pollen des pissenlits aux abeilles et aux insectes pollinisateurs qui sortent d'un long hiver et qui ont besoin de refaire leur force, en fait, pour commencer la saison de pollinisation. Donc, on invite les gens à retarder de quelques semaines la tonte. C'est aussi simple que ça. Donc, on retarde de quelques semaines. Ça veut dire, là, à partir de quelle date, là, on peut commencer à tondre, là, normalement? En fait, là, on va vraiment juste observer notre gazon. Là. Quand on voit que les pissenlits ont fait leur floraison, on peut tondre. Et puis, de toute façon, ils vont repousser. Là. C'est juste de leur laisser au moins la chance de fleurir puis d'offrir leurs ressources aux insectes pollinisateurs. Et c'est quoi les enjeux que vivent les insectes pollinisateurs, justement? Je sais que de plus en plus, c'est difficile pour eux. C'est quoi les enjeux qu'ils vivent et pourquoi on veut les aider? Oui, en fait, premièrement, on veut les aider parce que les insectes pollinisateurs assurent le tiers du garde-manger mondial grâce à la pollinisation. Donc, on pense surtout aux fruits, aux légumes. Donc, sans eux, notre assiette serait pas mal plus plate. Et puis, pourquoi il faut les aider? En fait, ils sont menacés de toutes sortes de façons. Il y a de moins en moins de diversité pour les insectes pollinisateurs pour se nourrir. Il y a souvent des pesticides, donc autant dans les grandes cultures que sur nos gazons, si on met des pesticides, évidemment que ça fait pas du bien aux insectes pollinisateurs. Donc, il y a de plus en plus de défis avec les changements climatiques, tout ça. Donc, le défi Pissenlit, on prétend pas changer le monde, mais au moins avec ce petit geste-là, les gens sont sensibilisés à l'importance des insectes pollinisateurs, puis ça leur donne un coup de main, au moins pour commencer la saison.
Et là, comment ça fonctionne? Je sais qu'il y a des villes qui peuvent dire, bon, nous, on participe, mais il y a également, là, un citoyen peut décider, bon, je participe aussi. Comment ça fonctionne, justement, là, pour dire qu'on participe au défi? Oui, en fait, là, les villes peuvent s'inscrire au défi-pissenlit.ca et puis ils vont recevoir une trousse d'informations à partager avec leurs citoyens. Ils vont pouvoir ensuite partager ça dans la ville. Et sinon, en tant qu'individu, on peut participer. C'est tout à fait gratuit. Encore une fois, on va sur le défi-pissenlit.ca. On s'inscrit, un petit formulaire, on entre notre code postal, il va apparaître le petit pissenlit qui va indiquer que chez nous, on fait le défi pissenlit. Et puis, si vous êtes un peu gêné, vous avez peur du jugement de vos voisins, on a des petites affichettes inscrites défi pissenlit, donc ça va indiquer à vos voisins que vous n'êtes pas paresseux, que vous retardez la tombe pour aider les insectes pollinisateurs. Et bon, je sais que là, il y a une nouveauté pour le défi pissenlit cette année parce que vous êtes maintenant un organisme à but non lucratif. Pourquoi on a décidé de faire ce changement-là? En fait, il y a 4 ans, Miel Éco, on a démarré le défi pissenlit. C'était une idée toute simple et puis finalement, ça a pris beaucoup d'ampleur avec les années. Et puis, le défi pissenlit était rendu à voler de ses propres ailes. Donc, pour faciliter le financement, avoir plus de ressources, c'est pour ça qu'on a fondé l'organisation à but non lucratif. Et puis, évidemment, j'ai continué mon implication, là, puis cette fois-là, en tant que présidente, mais on est un beau conseil d'administration là, à prendre des décisions et des initiatives pour le défi pissenlit. Et également, cette année, vous avez un porte-parole pour la première fois, c'est le comédien Emmanuel Bilodeau. Donc, comment, justement, vous avez fait pour aller le rechercher là, en tant que porte-parole? Oui, on avait déjà un contact avec Emmanuel Bilodeau et puis lui participait déjà au défi pissenlit. Puis ça lui tentait de partager ça, d'être ambassadeur pour le mouvement. Donc, c'est vraiment une belle collaboration là, qu'on apprécie, là, qu'il puisse partager ça dans son réseau. Là. Alors, on rappelle, le défi pissenlit, c'est surtout pour maintenant, là, donc on est au début du printemps, c'est le moment là, de laisser les pissenlits, justement, quelques jours de plus pour que les insectes puissent faire leur travail. Et justement, c'est un petit coup de pouce qui est, on l'imagine, est bien apprécié là, des insectes. Oui, absolument. Eh bien, Christina Fortin-Ménard, merci d'avoir pris le temps pour cette courte entrevue à propos du défi pissenlit. Ça fait vraiment plaisir. Puis si les gens sont intéressés à en savoir plus sur les insectes pollinisateurs, des visites de ruches, tout ça, le 11 mai prochain, chez Miel Éco, à Portneuf, il va y avoir une journée 100% gratuite, super familiale. On accueille les gens pour des conférences, des ateliers. Donc, ça va nous faire plaisir de vous recevoir chez Miel Éco. L'invitation est lancée pour le 11 mai. Merci beaucoup. Merci. En 2023, la CAPSA a fait l'inventaire de l'état de 880 km de chemins forestiers publics. Et de ce fait, 549 traverses de cours d'eau. Les secteurs touchés par ce travail d'envergure étaient la ZEC Batiscan-Nelson, la ZEC de la Rivière-Blanche, la réserve faunique de Portneuf et la réserve faunique des Laurentides dans le secteur Tourilly. Vous voyez les images qui ont été transmises par la CAPSA. Ce sont toutes des images qui peuvent être problématiques. Et d'ailleurs, dans ceux-ci, on retrouve certaines problématiques selon le communiqué de la CAPSA. 25% des traversées des cours d'eau présentaient des obstacles à la montaison du poisson, donc pour les insectes là, qui veulent remonter le courant, les poissons qui veulent remonter le courant. 23% des problématiques d'érosion et 21% se montraient dans un état critique, alors que 16% ne représentait qu'une traverse à gué, un type de traverse qui n'est pas autorisé en territoire forestier public. De plus de la moitié des chemins cartographiés et inventoriés au cours des travaux de la CAPSA se trouvaient complètement refermés, alors que plus de 12% d'entre eux n'étaient pas praticables qu'avec des véhicules hors route. Du point de vue environnemental, un nombre élevé de chemins combiné au manque d'entretien peut avoir des impacts négatifs sur l'écosystème aquatique. On parle de fragmentation des habitats, d'obstacles à la libre circulation du poisson et de l'augmentation des sédiments dans les cours d'eau. Ces travaux d'inventaire ont quand même permis de mettre en place un projet pilote de fermeture de chemin qui présentait des problématiques environnementales majeures, tout en étant plus praticable par les différents usagers du territoire.
Ce banc d'essai est appuyé par la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire de Portneuf et avait pour but de documenter les modalités administratives et techniques liées à la fermeture de chemins problématiques en terre publique. Cette année encore, la CAPSA va poursuivre son travail d'inventaire des chemins forestiers dans le grand territoire de Portneuf. Alors, on poursuit avec justement le Metal Perrault de Donnacona qui, vous le savez, a fini les séries, en fait, avec justement la série qui les opposait au Loup de la Tuque. On a appris cette semaine que l'entraîneur André Ali quittait ses fonctions. J'ai parlé avec Luc Thibault pour parler de la fin de saison, aussi du départ de M. Ali. Voici cette entrevue. Alors, nous rejoignons en ligne Luc Thibault, le directeur général de l'équipe de hockey du Metal Perrault de Donnacona. Bonjour, M. Thibault. Bonjour. Alors, plusieurs choses à discuter avec vous aujourd'hui. On est à l'entre-saison qui est commencée depuis quelques semaines pour le Metal Perrault après les séries éliminatoires. Mais pas que. Il y a également votre entraîneur-chef, André Ali, qui a quitté la formation. Et j'aimerais peut-être commencer avec ça, avec vous aujourd'hui. Comment l'organisation a-t-elle justement appris le départ de M. André Ali? En fait, suite à l'élimination de l'équipe, on a pris un peu de temps pour décanter tout ça. Je pense qu'André a fait la même chose de son côté. Puis, à la fin de la saison, on se fait tout le temps des briefings avec les entraîneurs et tout ça. Puis, quand on l'a rencontré, il y a de ça environ 2 semaines, André nous a mentionné que avec son emploi du temps, il est déjà entraîneur au niveau scolaire. André est un professeur d'éducation physique de profession. Il est en charge du programme du hockey à l'école secondaire de la découverte à Saint-Léonard-d'Aston. Il est entraîneur de 2 équipes déjà là-bas au niveau scolaire. Il y avait 2 autres en plus. Puis là, il a juste dit regarde, je vais prendre un pas de recul puis je me retire. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. On n'a pas voulu procéder à l'annonce pendant les séries éliminatoires parce qu'on voulait pas porter honte au beau hockey qui se jouait pendant que nous autres on était en congé. C'est qu'on a attendu la fin de la saison pour faire l'annonce. Et justement, est-ce que vous êtes déjà en processus pour trouver un nouvel entraîneur-chef du côté du Metal Perrault de Donnacona? Oui, en fait, c'est ça. Suite à l'annonce d'André, on a commencé à regarder un peu qu'est-ce qu'on cherchait pour le remplacer. Puis je vous dirais que suite à l'annonce de son départ sur les réseaux sociaux, il y a déjà des gens qui nous ont contactés aussi. Ça fait que on va regarder ça, on va prendre le temps de choisir la bonne personne, puis la bonne équipe d'entraîneurs, puis c'est ce qui s'enligne pour les prochaines semaines, là. Vous parliez, M. Thibault, justement de la série, en fait des séries qui se sont terminées récemment. Vous avez commencé les séries, le Metal Perrault, contre les Loups de la Tuque. Les Loups de la Tuque qui finalement ont gagné le championnat. Donc, est-ce que ça, c'est une indication pour vous? Comment vous voyez la situation? Je ne ferai pas de cachette, les Loups de la Tuque, probablement qu'à partir des fêtes, c'était la meilleure équipe de la Ligue. C'est une équipe qui s'est beaucoup améliorée. Ils ont ajouté des éléments en cours de route. Puis, il était, en tout cas, pour avoir vu quelques parties de la demi-finale puis de la finale, c'est une équipe qui est en mission. Nous autres, ils nous ont battus en quatre matchs à la première ronde. C'est sûr que, quand tu dis on a perdu contre l'équipe qui a gagné la série, ça fait moins mal des fois que de dire... mais d'un autre côté, ça a été une série qui était assez serrée quand même si on a perdu en 4 matchs. Il y a eu 2 matchs qui sont terminés en prolongation, un autre match par un but. Fait que... ils nous ont battus en 4 cette année. L'an passé, c'était nous qui les avaient sortis en 4. Fait que, je veux dire, c'est de bonne guerre. Puis ils méritaient amplement les succès qu'ils ont eu dans les séries éliminatoires cette année. Pour l'organisation d'une équipe dans la Ligue de hockey senior 3A du Québec, évidemment, quand on est entre les saisons de hockey, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail à faire. Et justement, je sais qu'il y a plusieurs choses sur la planche. Et j'aimerais peut-être commencer avec votre soirée hommage aux bénévoles que vous avez eue récemment. Comment ça s'est passé à ce niveau-là?
En fait, l'organisation, à la fin de la saison, a décidé d'inviter tous les bénévoles parce qu'une équipe de hockey, oui, ça prend des joueurs, mais ça prend. Il y a tout. Il y a tellement une armée de gens derrière une équipe, derrière les matchs locaux, toute l'organisation qu'il y a, que ce soit pour travailler à l'entrée, les gens qui travaillent au bar, tout ça, ça fait que ça prend plein de monde. Puis l'organisation voulait remercier ces gens-là. Ça fait que nous ont invité pour un petit 5 à 7 jeudi il y a 2 semaines. Puis avec un petit souper puis un chansonnier. Fait que tout le monde a eu bien du plaisir. Puis je pense que c'est pas grand-chose, mais les gens qui donnent du temps, je pense que c'est important de les remercier aussi. Puis l'organisation a très bien fait ça. Et du côté du tournoi de golf bénéfice, je sais qu'à chaque année, vous en avez un. Est-ce que c'est encore le cas pour 2024? Oui, en fait, on a 2 événements bénéfices dans l'entre-saison. Le tournoi de golf qui va avoir lieu le 15 juin au club de golf de Donnacona. Les détails vont sortir sur les réseaux sociaux normalement d'ici une semaine. Puis l'autre événement, c'est le tournoi de balle qui va avoir lieu le 13 et 14 septembre au terrain de balle de Donnacona. Les inscriptions vont se faire normalement là, aux alentours de la mi-août. Et j'aimerais également qu'on parle, là, on le sait, la saison estivale, c'est aussi une période de repêchage. Ça fonctionne comment dans la Ligue de hockey senior 3A du Québec cette année? En fait, là, on a 2 expansions qui vont arriver. Fait que c'est la première étape qui va affecter notre alignement. Là, présentement, il y a une expansion qui est déjà connue, qui est Saint-Anselme. Il y a une autre expansion qui va être annoncée par la Ligue dans une semaine ou 2. Je ne veux pas se couper, c'est pas à moi de faire les annonces de ce côté-là. Mais il va y avoir 2 nouvelles franchises qui vont arriver. C'est qu'on a une liste de protection à établir de nos joueurs. Puis les équipes d'expansion vont pouvoir repêcher 2 joueurs chacune dans chacune des équipes. Fait qu'on s'attend de perdre 2 joueurs de notre liste. Puis suite à ça, en début juillet, ça va être le repêchage universel où ce qu'on va avoir à repêcher les joueurs qui sortent junior et compagnie. Et justement, c'est quoi la stratégie en tant que directeur général de dire comment on fait pour se préparer à une double expansion comme ça pour la protection de vos joueurs? C'est d'évaluer notre équipe, évaluer nos forces, nos faiblesses, voir qui on va être sûr de ne pas perdre, quels joueurs pour nous qui ont le plus de valeur, puis établir cette liste-là, puis après ça, c'est de négocier avec les équipes d'expansion s'il y a des joueurs qu'on ne peut pas protéger, qu'on veut absolument garder, essayer de trouver un terrain d'entente pour pouvoir garder ces gars-là. Puis sinon, malheureusement, on doit les laisser partir. Donc, dans la Ligue de hockey senior 3A du Québec, vous allez passer de, je pense, 8 équipes à 10 équipes. Effectivement. Alors, ça grossit à ce niveau-là également. Monsieur Thibault, je vois que le temps passe. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire à nos téléspectateurs avant la fin de l'entrevue, peut-être concernant vos activités bénéfices, la saison prochaine, la saison estivale? On a encore un peu de temps. Je voudrais commencer par les remercier du support qu'ils ont donné. Je le sais que suite à la saison 2022-2023, on avait créé beaucoup d'attentes aux gens. On n'a pas rempli ces attentes-là, mais ils ont continué à être derrière nous quand même. On les remercie beaucoup. Les activités bénéfices sont là pour pendant l'été. Ceux que ça les adonne, si on peut se voir sur le terrain de golf ou sur le terrain de balle, tant mieux, ou autour du terrain de golf ou autour du terrain de balle. Sinon, on va continuer à travailler fort pendant l'été pour améliorer l'équipe puis espérer remporter un premier championnat à Donnacona. Luc Thibault, directeur général du Métal Perrault, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Dans le cadre des 125 ans de Saint-Léonard de Portneuf, le comité Saint-Léonard festif présentera la semaine prochaine la pièce de théâtre nommée
de Saint-Léonard, j'ai pensé t'écrire. Elle a été écrite et mise en scène par Pierre Doré avec la collaboration de Marjolaine Bédard. Des présentations sont prévues du jeudi 9 mai au dimanche 12 mai, mais il n'est pas seulement... il reste seulement des places pour les présentations, de samedi et dimanche. Les billets sont disponibles à 2 endroits, soit à l'épicerie Régent Bérard et au dépanneur Normand Gingras à Saint-Raymond. La pièce a été écrite spécialement pour l'anniversaire de Saint-Léonard et retrace l'histoire de la municipalité avec plein d'anecdotes drôles et touchantes. Le mois de mai est d'ailleurs un mois avec beaucoup d'actions à Saint-Léonard de Portneuf. Comme le 18 mai, il va y avoir la fête des semis et le marché aux puces. Il y aura des musiciens sur place et l'animation familiale. La thérapie par exposition au froid est de plus en plus populaire au Québec. Alexandre Santerre, qui est propriétaire de l'entreprise Vitaliste, était dans Portneuf récemment pour encadrer les curieux souhaitant essayer ce genre de thérapie. Voici le reportage de mon collègue Charles Laviolette. La thérapie par exposition au froid gagne actuellement en popularité. Si les réseaux sociaux nous offrent des exemples de gens s'exposant à l'eau glacée dans des contextes non encadrés, l'exposition au froid thérapeutique a toutefois des bases scientifiques. La méthode Wim Hof est reconnue pour améliorer la condition physique dans un contexte sécuritaire et est même utilisée par l'armée américaine. À Grondines, nous avons rencontré Alexandre Santerre, propriétaire de l'entreprise Vitalis et thérapeute certifié par l'Académie Wim Hof, qui offrait un atelier thérapeutique sur les terres de la distillerie Alixir. Je suis formateur et thérapeute, je me spécialise dans la thermothérapie. Donc la thermothérapie, c'est quoi? C'est les expositions au chaud et les expositions au froid. Dans les dernières années, je me suis vraiment spécialisé dans les expositions au froid. Je suis allé en Espagne, en Pologne chercher des certifications à ce niveau-là. Donc les services Vitalis, c'est quoi? C'est des formations, des événements, des activités et des consultations aussi, tous en lien avec la thermothérapie. Donc aujourd'hui, je suis chez Alixir à Grondines. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est qu'on va faire des expositions dans un bain de glace et aussi le sauna. Les gens vont rentrer dans le bain, si on peut dire. La température actuelle, présentement, il fait soleil, on est environ à du 8-9 degrés, mais on a beaucoup de glace qu'on va venir ajouter. Donc j'estime qu'on va être dans les alentours de 6 degrés aujourd'hui pour l'eau. 3 minutes? Hein? Bravo! Aujourd'hui, on va faire un protocole de thermothérapie qui va consister de 3 expositions au froid et 2 expositions dans un sauna. Donc, on va commencer par le froid. Ensuite, on va dans le sauna. On poursuit avec le froid, le sauna et on termine avec le froid. Ici, on est présentement dans le sauna portatif. L'objectif avec ce sauna-là, c'est d'apporter un niveau de sécurité pour faire des expositions au froid dans la nature parce que lorsqu'on fait des expositions au froid dans la nature, on n'a pas nécessairement de source de chaleur proche, donc on se met un petit peu plus à risque. Fait que c'est vraiment une valeur ajoutée à nos services, nos événements, nos activités d'avoir ce sauna-là. Et puis on sait aussi que les sources de chaleur, les expositions au chaud apportent vraiment des bienfaits aussi, tout au niveau de l'inflammation, la dopamine aussi, et circulatoire. Donc on combine vraiment les deux. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? L'objectif aujourd'hui, ça va être de renforcer le système nerveux. Et quand on dit renforcer le système nerveux, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est lorsqu'on donne un stress hormétique qu'on appelle donc un bon stress sur le système nerveux qui est pour une courte période de temps. On vient vraiment renforcer le système nerveux et être plus résilient au niveau du stress. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Donc, le froid, c'est un stresseur qu'on appelle un stressor en anglais qu'on dit, qui va donner un choc sur le corps, mais après ça, on prend un contrôle sur sa respiration, puis on vient vraiment calmer son système nerveux. Donc, si on y va dans cette lignée-là, ça veut dire qu'on est capable d'être plus résistant et résilient aux facteurs de stress. Au niveau de la thermothérapie, il y a beaucoup de données qui sortent actuellement, beaucoup d'études scientifiques, entre autres aux États-Unis, puis en Europe. Et ce qu'on voit, c'est vraiment des bienfaits sur la dopamine. Donc, la dopamine qui est un neuromodulateur, mais je vais parler très familier ici, puis on va dire que c'est un hormone du bonheur, exemple. Puis, lorsque c'est actif, présent dans notre corps, on est content, on est fier, on accomplit quelque chose. Donc, c'est vraiment dans cette approche-là, moi, que je travaille en tant que formateur et thérapeute. C'est j'utilise la dopamine que la thermothérapie peut nous offrir de façon naturelle et saine, et justement pour apporter un sentiment de bien-être, tout simplement, là. Mais tout revient à la respiration parce que on le sait, ou peut-être qu'on le sait plus ou moins, mais tout stress
peut se dissoudre d'une certaine façon avec la respiration. Donc, l'exposition au froid, si on n'a pas un contrôle sur sa respiration, on ne sera pas en mesure de rester plus longtemps et d'avoir un certain plaisir aussi à ce niveau-là. Je suis allé en Espagne et en Pologne chercher le titre d'instructeur certifié Wim Hof. Donc, Wim Hof, c'est quoi? C'est un néo-néerlandais qui a eu 26 records Guinness à son actif. Et puis, l'objectif de cette personne-là, c'était d'apporter la pratique avec la respiration et les expositions au froid de façon graduelle et sécuritaire. Et puis, c'est sûr qu'avec ses 26 records Guinness, il a su aller chercher beaucoup l'attention médiatique et aussi de la communauté scientifique. Donc, il a vraiment apporté un mouvement, entre autres aux États-Unis, sur les pratiques en exposition en eau froide et bain de glace. Peut-être une chose que j'aimerais ajouter, c'est que la thermothérapie et les expositions au froid, là, surtout, prennent beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux et ça fait partie de mon entreprise, vraiment un pilier de mes enseignements qui est la sécurité. Et malheureusement, présentement, il y a trop de gens qui sont peu expérimentés. Ils vont faire des expositions au froid dans la nature, qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas d'expertise et pas d'expérience tout simplement. Et je veux juste apporter une mise en garde à ce niveau-là parce qu'il y a des contre-indications et puis l'entreprise auquel j'ai fondé, Vitalis, on est spécialisé là-dedans pour donner des formations et vraiment d'avoir une pratique sécuritaire. Et si jamais ça vous intéresse, vous êtes dans le secteur du comté de Portneuf, le 18 mai prochain, on fait une collaboration avec le Parc régional de Portneuf où est-ce qu'on va porter la tente et les expositions au froid vont se faire directement dans la rivière. Nouvelle du côté de Shannon, pour ceux qui seront dans le secteur au courant du prochain mois, la base Valcartier a publié son calendrier Infobruit pour le mois de mai et jusqu'au 27 mai en journée et en soirée. Il va y avoir beaucoup de bruit en provenance des activités militaires. Selon le calendrier, vous pouvez voir à l'écran, il va y avoir un passage d'avions de chasse, des tirs d'artillerie et des détonations d'explosifs. On peut lire qu'occasionnellement, il est possible qu'une sirène de type raid aérien en provenance de la base militaire se fasse entendre. Selon les communications en provenance de Valcartier, la population n'est pas exposée à aucun risque au son de cette sonnerie. À partir de samedi prochain, le 11 mai, la troupe de théâtre de Pont-Rouge présentera sa pièce originale nommée « Secret en héritage ». Effectivement, 2 comédiens de la distribution de la pièce l'ont écrite. Il s'agit de Dominique Chabot et Bruno Delisle. Selon ce qu'on peut lire dans le courrier de Portneuf, les 2 scénaristes ont écrit Secret en héritage en se basant sur leur expérience de théâtre et sur les lectures qu'ils ont faites par le passé. À la mise en scène, c'est Geneviève Boivin qui signe sa 16e mise en scène, mais la première écrite par 2 comédiens. Voici maintenant le synopsis de la pièce. Henri Trudel, propriétaire de l'hôtel Trèfle Rouge, il vient de décéder. Il laisse derrière lui une importante fortune. Par contre, juste avant de mourir, il a pris la décision de régler ses comptes avec ses héritiers à travers son testament. Qui va hériter de l'énorme fortune de M. Trudel? Est-ce que la famille pourra rester unie? Est-ce que le notaire réussira à maintenir l'ordre? Est-ce qu'une voyante pourrait apporter des réponses? Pour le savoir, il faudra être présent à la lecture du testament. La pièce sera présentée au Moulin Marcoux. Il reste toujours quelques billets disponibles. Alors, retour de la pause, on parle de la rencontre d'inspiration à laquelle plusieurs organismes de Portneuf ont participé. La 2e saison de la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est officiellement commencée. Ben oui, Kéliane, jusqu'au 6 mai 2024, les Verts, les Bleus et les Jaunes vont s'affronter ici au Cinéma Alouette. Oui, c'est à tous les lundis à 19h et les portes vont ouvrir à 18h30. Ah, t'as oublié de dire que c'était gratuit ce coup-là. Sérieux Jean-François, t'es vraiment pas l'allure. Faut vraiment pas. Ben oui. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. Au Québec, il y a presque 300 000 chasseurs et tout près de 700 000 pêcheurs. Leur activité entretient tout près de 28 000 emplois. C'est pas rien, ça. Je m'appelle Samuel Gendron et je vais vous en parler en 2024 avec ma nouvelle émission Chasse et pêche dans la peau. Des entrevues, des reportages, de l'information sur la biologie des animaux. Attendez-vous à des découvertes.
Ça va dans le compost, ça? Non, c'est juste un petit bout d'oignon. Pardon? C'est juste un... Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, ça rend mes sols plus fertiles. Ah, mais ça fait moins de poubelle pour moi! Mais moins de poubelles. Moins de gaz à effet de serre. Ouais, fait que ton petit bout d'oignon, là, il fait un méchant bout pour la planète. Coucou! Si ça se mange. Ça se composte. Exact. Ça, c'est bien dit. Le 25 avril dernier, plusieurs représentants du monde communautaire de Portneuf étaient présents à la Maison des générations de Cap Santé pour une rencontre d'inspiration. Charles Laviolette était sur place. On écoute son reportage. Plusieurs représentants du monde communautaire de Portneuf étaient réunis ce 25 avril à la Maison des générations de Cap Santé pour une rencontre d'inspiration organisée par la démarche Un toit pour toi. Pour faire face aux problématiques d'accès au logement, on a abordé la thématique de la cohabitation et du bi-entretien. Murphy Saint-Gelais et Catherine Naud de l'organisme Cohabitation Saguenay ont été invités pour présenter la démarche de leur organisme. Bien, Cohabitation Saguenay est un organisme qui existe depuis 1987 et qui offre des services de jumelage, de création de jumelage et de collaboration pour justement améliorer les conditions de vie. Donc, l'objectif, c'est justement de créer des dyades de personnes qui vont vivre sous le même toit pour justement s'entraider, socialiser et améliorer leurs conditions de vie de manière générale. Je dirais qu'en ce moment, on est quand même assez d'actualité avec la crise du logement, là, donc il y a très peu d'appartements disponibles. Il y a vraiment un sentiment de solitude aussi. Il y a beaucoup d'aînés qui vivent seuls. Restant depuis la pandémie, donc ça répond vraiment à ce besoin-là. Puis c'est sûr que ça diminue les coûts aussi de partager une habitation. De se trouver un logement aussi qui est adéquat, qui est selon un prix raisonnable, c'est d'aller vivre dans un endroit qui est sain et qui est adéquat pour les conditions de vie aussi. L'année passée, puis ça c'est une petite année parce qu'on était en planif, on a eu 885 appels de suivi, de séances d'information, tout ça, de personnes à aider. Là, il faudrait que je calcule les demandes d'information versus... Moi, je pense que l'année passée, c'est au moins 250 là, de personnes qui ont été aidées différentes. Là. Les personnes qui ne peuvent pas être dans notre service, que ça ne correspond pas à leurs besoins, on les réfère à d'autres organismes aussi. Là. C'est notre travail de faire ça. On a un processus d'accompagnement complet aussi, là, donc c'est référence accompagnement. Puis si ça fonctionne, ça mène à un jumelage. Puis si ça ne fonctionne pas, bien, on va retourner la personne vers d'autres ressources. Puis elle va se sentir moins en panique puis en détresse que comment elle est rentrée dans nos services. Jacinthe Drolet et François Drolet ont présenté l'initiative des Super Voisins, qui a reçu une aide financière de 300 000 provenant de l'appel de projet 2023-2024 du programme Québec Amis des aînés. L'idée des Super Voisins, c'est de ramener des valeurs, je dirais pas ancestrales, mais des valeurs qui se sont perdues avec le temps, c'est-à-dire de la bienveillance versus nos aînés, d'être à l'écoute de ce qui se passe dans notre environnement. L'idée des Super Voisins, c'est ça, c'est non contraignant. Pour les gens qui deviennent super voisins éventuellement. Et l'idée de ça, c'est de ramener des petites choses à faire comme des menus de travaux, d'aller voir le voisin comment il va. Parlez-vous simplement de ce qu'on veut avec ce projet-là, c'est vraiment de ramener de l'entraide entre citoyens. Cette entraide-là, ça anime la communauté, ça ramène aussi le sentiment d'appartenance, de bien vieillir chez soi, mais pour tout âge. La Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette a officiellement terminé sa saison régulière ce lundi 28 avril après 12 matchs d'improvisation se tenant lundi à 19h au cinéma Alouette. Depuis le mois de janvier 2024, l'équipe bleue a tiré son épingle du jeu dans une victoire de 10-9 face aux jaunes. Au niveau de l'organisation de la Ligue, on estime que cette saison 2 est un succès sur toute la ligne. Le nombre de spectateurs a quelque peu augmenté depuis la saison automne 2023 et le match avec Salomé Corbeau et Mathieu Lepage de la LNI semble attirer beaucoup de mordus d'improvisation. On rappelle que ce match se tiendra le 13 mai 2024 après le match des étoiles du 6 mai. Concernant ce dernier, 6 joueurs de cette ligue vont pouvoir faire de l'improvisation avec des élèves de l'école secondaire Louis Jobin pour permettre à la relève de performer également. Et après le match du 13 mai, il
va y avoir environ une fois par mois des matchs d'improvisation un peu partout dans Portneuf. Vous pouvez suivre la Ligue sur ses réseaux sociaux. C'est la fin de l'émission Info CJSR. Je veux remercier toute notre équipe qui ont été des nôtres, soit Arthur, Luc, Tony, Charles au reportage également. Évidemment, vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Il y a l'infolettre aussi. On se laisse avec des images de la soirée bénévole à Saint-Léonard qui a eu lieu la semaine passée. Je vous souhaite de passer une bonne soirée.